Deuxième TV, la diaspora s'exprime. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Deuxième TV, la diaspora vous parle. Nous sommes aujourd'hui à l'émission Focus qui reçoit aujourd'hui Monsieur Gabriel Djibril Diabagaté, ingénieur en robotique appliquée, PDG de IICS. Pour cette émission, nous allons parler du développement en Afrique. Et donc, nous vous remercions de nous retrouver sur Deuxième TV. La diaspora vous parle. Merci. Monsieur Gabriel Djibril Diabaté, bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur Rodrigue, bonsoir. Merci de nous retrouver sur nos plateaux de Deuxième TV Diaspora vous parle pour discuter de plusieurs choses, notamment le développement. Quel type de développement, quel type de formation professionnelle pour le développement en Afrique, notamment la Côte d'Ivoire. Et donc, nous vous recevons pour la première fois sur l'émission Focus et vous êtes en direct. Les téléspectateurs nous regardent. Je vous demande de vous présenter aux téléspectateurs pour mieux vous connaître. Bon, merci. Bon, moi, c'est Gabriel Djibril Diabaté. Je suis ivoirien et résident, comme vous l'avez si bien dit, aux États-Unis. Et donc, dans le domaine de la technologie. Donc, voilà. Et puis, j'ai une compagnie qui s'appelle IICS, Electrical Engineering Concept et Solutions. Et aussi, je travaille aussi pour une entreprise ici aux États-Unis, donc depuis des années. Donc voilà un peu ce que je peux dire de Gabriel. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler tant soit peu de votre entreprise IICS? C'est quoi IICS? IICS, c'est une entreprise de conception industrielle. Donc, et on fait des conceptions sur mesure. Il suffit seulement de nous dire qu'est-ce que vous avez besoin et nous allons analyser et puis bon, essayer de faire la conception, l'équipement et la robotisation ou l'automatisme qui vous, c'est-à-dire votre industrie vous permettra d'aller très vite à la production. Donc voilà un peu minimiser les erreurs, intégrer au système de comptabilité même, pour voir que l'usine, combien de paquets ou de la production de l'usine à l'heure. Et voilà un peu. Donc, vraiment, l'erreur est beaucoup minimisée. Voilà. Ok, merci de nous avoir présenté aussi brièvement votre entreprise. Mais pour l'heure, nous allons parler du développement. Quel type de formation pour un développement en Afrique? Donc, le titre est aussi vaste et aussi important. Et je vais vous poser une question avant d'arriver dans le vif du sujet. Et pourquoi, c'est vous qui proposez ce thème-là, pourquoi, je veux dire, vous partez sur quelle analyse pour arriver là où vous voulez proposer un développement en Afrique? Sur quoi vous vous basez au juste en Afrique? Quelle est l'expérience actuelle de l'Afrique pour lequel vous proposez ce type de politique-là? Bon, je vous dis merci. D'abord, et sur quoi je me base? Je me base sur ce que moi-même j'ai vécu pendant très longtemps. Alors, j'ai parcouru le monde, travaillé dans des industries, que ce soit en Europe, en Asie et ici aux États-Unis, en Amérique latine, en Amérique du Sud. Donc, et quand ça c'est des années, donc je fais que le va-et-vient. Donc, quand je regarde tout ça, et je suis africain, alors je me demande, je dis, mais si ça peut se passer chez les autres, pourquoi pas chez nous? Voilà un peu. Qu'est-ce que j'ai voulu dire là? Juste la question, l'Afrique aujourd'hui en est où exactement avec le développement industriel? Voilà. Ce que vous savez sur
le développement actuel de l'Afrique au niveau industriel? Voilà, l'Afrique, on est d'abord perdu dans un rond-point. Et M. Rodrigue, quand vous allez dans une ville ou bien vous voyagez et vous allez dans un rond-point et que vous ne saviez pas quelle voie qui mène à votre destination, qu'est-ce qui arrive? Vous allez rester en train de tourner. Malheureusement pour nous, et nous sommes restés dans notre rond-point. Et voilà comment je peux illustrer. J'ai dit que le développement, c'est comme un avion qui prend son envol sur 1000 mètres. Et l'avion Afrique, après avoir parcouru les 1000 mètres, s'est retrouvé dans un rond-point. Et depuis 1960, on tourne dans ce rond-point, puisqu'on ne sait pas quelle destination il faut prendre, donc on est dans ce rond-point. Donc voilà un peu. Donc, en termes d'expérience, on a une expérience du sous-développement. Donc, ça reste, on reste statique. Voilà un peu. Donc, votre projet, c'est le développement de l'Afrique, n'est-ce pas? Effectivement, puisque si on ne se développe pas, mais on ne va pas passer notre temps à accuser l'Europe et nous-mêmes. On a des intellectuels un peu partout, on accuse les Blancs, on ne quitte pas chez les Blancs, on les accuse et on ne se développe pas. Alors, est-ce qu'on ne doit pas se poser la question, la faute est à qui? Moi, je pense que la faute, c'est aux Africains nous-mêmes. La faute n'est pas au tubaab, c'est nous, puisque on a des grands intellectuels qui sont là à l'école, qui peuvent faire les mêmes choses que les Européens ou les Asiatiques. Mais si nous n'arrivons pas à le faire, pourquoi aller blâmer quelqu'un? Donc, il faut se blâmer soi-même. Voilà un peu. D'accord. Vous portez un vaste projet pour le développement d'Afrique. Nous savons que pour arriver à un projet, un idéal pour un grand continent comme l'Afrique, où nous rêvons tous de l'industrialisation et également du bien-être, de ce que nous pouvons recueillir chez nous, comme le disent certaines sommités. Nous avons tout, mais nous ne transformons rien. Et vous vous proposez que l'Afrique s'industrialise. Alors, pour arriver à l'industrialisation de l'Afrique, qu'est-ce que vous proposez en amont? Merci. D'abord, monsieur Rodrigue, si je vous posais la question, permettez-moi d'être le journaliste pour vous poser la question maintenant. Allez-y, dites-moi. Et si je vous demande, quand on parle de développement, le développement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez me répondre? Et en ce moment, moi, je vais vous donner ma réponse. Moi, je ne saurais vous répondre. Moi, je suis journaliste, je pose des questions et les téléspectateurs nous suivent. Ils voudraient savoir qu'est-ce que vous nous proposez. Le développement, c'est le bien-être, c'est les routes, c'est les maisons, chacun, comme ici en Occident, aux États-Unis, où les gens ils vaquent à leur occupation, ils vont au travail, ils sont rémunérés. En tout cas, ils vivent dans le bien-être, comme toute personne aspire. Maintenant, vous nous proposez un gros projet de développement pour l'Afrique. Vous avez une aspiration pour un développement idéal pour l'Afrique. Alors, avant d'arriver à ce gros projet, qu'est-ce que vous proposez en amont? Quelles sont les bases que vous jetez pour arriver à cet idéal? Bon, écoutez, je pense que d'abord, je vous ai posé la question parce que d'abord, quand on parle de développement, le développement est unique. Et d'abord, le premier pays développé au monde, c'est l'Angleterre. L'Angleterre s'est développée de quoi? De l'industrie. L'Angleterre, copiée par les États-Unis, se sont développés aussi par l'industrie. Donc, ça marche. Copiés par la France et puis l'Allemagne, ils sont développés. Donc, par l'industrie. Le Japon, qui a copié ce modèle, s'est développé. La Chine a copié ce modèle, même quand on pense que c'est un pays émergent, mais on connaît leur frappe économique. Donc, ils se développent, ils sont presque développés, ils sont même développés. Voilà. Donc, pour dire qu'il y a une voie qui mène au développement. On vous dira, il y a des pays comme l'Arabie Saoudite qui c'est des pays riches. On dit seulement des pays riches. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais lorsqu'on parle de développement, on ne parle que de ces pays-là. Donc, on connaît maintenant la voie qui mène au développement. Donc, c'est à nous de faire nos programmes de gouvernement, notre plan national de développement pour répondre
et à ce développement. Donc, mais malheureusement, alors, notre handicap, c'est que en Afrique, nos gouvernants ont toujours, disons, vont toujours vers les Européens et les demander de nous aider à se développer. Mais lorsque vous demandez, si moi je vous dis, M. Roury, si moi je vous dis de décider qu'est-ce que je dois manger chez moi à la maison, le résultat, c'est que je vais finir par manger quelque chose que je ne dois pas manger. Je ne mange pas le porc. Si vous devez décider que je mange, peut-être vous allez demander qu'on prépare le porc pour moi. Donc, c'est un peu le problème entre l'Afrique et l'Europe. Mais ne les accusons pas. Il faut s'accuser soi-même. D'accord. Nous allons en arriver. Avant d'arriver au développement, nous savons que nous avons des piliers, des bases qui passent par la formation professionnelle. Et quand les citoyens sont bien formés à certaines bases, à certaines tâches, alors ils peuvent propulser avec leur formation à créer des industries pour le développement de l'Afrique. Mais avant d'arriver, nous allons présenter un clip de votre entreprise pour que les téléspectateurs sachent qui vous êtes et connaissent votre entreprise. Et donc, je vais demander à la régie de faire passer le clip. Merci. Vous comptez solliciter une entreprise spécialisée en automatisme industriel? C'est justement le cœur de métier de ICS. Vous souhaitez mener un projet en automatisme? ICS se tient alors à votre disposition. ICS, spécialisé en automatisme industriel, établira un budget selon vos besoins pour toute demande. Vous cherchez à mieux maîtriser vos process industriels, un ROI plus court, rester compétitif sur le marché concurrentiel à plus long terme, vous cherchez un système de pilotage en temps réel permettant de l'aide décisionnelle. ICS est là pour vous accompagner et vous orienter vers l'industrie du futur et la transformation digitale. La combinaison des technologies IoT, automatisme, réseau industriel permet de converger vers le MIS. Il est le chaînon manquant entre vos ateliers de production et votre ERP. C'est la digitalisation de vos processus industriels. ICS, le spécialiste dans l'électricité industrielle et tertiaire, vous propose les services suivants: études éclairage LED, économie, investissement, amortissement, études, conception, réalisation, installation industrielle, transformateur HTBT, tableau de puissance, armoire process, atelier production, station épuration, machine-outil, dépannage, entretien. Les services de ICS en automatisme sont la conception, la réalisation, le revamping, rétrofit, obsolescence, amélioration, optimisation, mise en place de redondance, simulation, maintenance, exploitation, innovation, service, nouvelles technologies. ICS, l'ingénierie américaine au service de l'Afrique. Ouais, nous revenons sur notre plateau et je vais vous féliciter pour votre entreprise qui est spécialiste en électricité industrielle. D'accord, des entreprises à prendre pour exemple. Donc, nous revenons sur notre thème, ce que nous disions tout à l'heure, et vous proposez un développement, mais pour arriver à ce développement-là, il faut une formation professionnelle, c'est-à-dire une éducation nationale, une éducation bien formée, des jeunes bien formés pour arriver à cela. Alors, comment comptez-vous mettre en place ou bien quelle est votre vision pour la formation de ces jeunes-là? Bon, merci. Ce que je voulais dire, c'est que un jour, je discutais avec l'ancien secrétaire japonais aux affaires africaines au Dano qui me disait ceci. Il dit, je vais parler à l'Afrique de notre expérience. Le Japon s'est développé à partir de rien. Nous avons tout simplement formé nos élites. Donc, nous avons en Afrique, souvent, on a donné la priorité à des hautes études. Mais qui ne fait pas les hautes études n'est pas vraiment la route pour nous aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin, mais on a besoin des menuisiers, des mécaniciens, des électriciens bien formés. Il faut faire des écoles techniques où ces enfants
sont bien formés, parce que c'est les vrais artisans du développement. Vous qui êtes en Europe, vous allez en Allemagne. L'Allemagne le développement de l'Allemagne est basé sur les ouvriers qualifiés, parce qu'ils ont des écoles techniques qui forment très bien. Donc, ça fait que, sinon, il y a les grandes universités en Allemagne, mais souvent, on ne connaît pas le nom des universités allemandes parce qu'ils ont des bonnes écoles techniques qui forment des jeunes et aujourd'hui qui font la fierté de l'Allemagne, les Mercedes, tout ça, c'est parce qu'ils ont la maîtrise. Voilà, donc, il faut d'abord la formation. Donc, pour mieux comprendre, vous allez continuer. À côté de l'enseignement général, il faut développer l'enseignement technique. C'est ce que vous voulez dire. Voilà, l'enseignement technique même qui doit prendre le dessus. Parce que ça ne sert à rien de fabriquer 1000 bureaucrates et 100 techniciens. Mieux vous fabriquer 950 techniciens et puis 50 bureaucrates. Parce que la finalité, c'est quoi? Quand tout le monde va faire des études tertiaires, c'est-à-dire avocat, docteur, enfin, dans d'autres domaines qui, vraiment, du virtuel, plus ou moins virtuel, au fini, tout le monde devient politicien. C'est un peu notre problème aujourd'hui que vous allez, par exemple, dans n'importe quel pays en Afrique, prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire, tout le monde est politicien. Voilà, donc, ça nous amène à quoi? Pas là. Mais sinon, M. Rodrigue, vous connaissez un jeune Ivoirien qui travaille, qui a un salaire. Mais vous lui parlez de la politique, il ne veut même pas vous écouter, ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut aider sa famille. Mais s'il n'a pas d'emploi, il est obligé, ou bien il n'a pas d'emploi, il est obligé d'aller supporter un candidat ou marcher dans la rue. Et puis, finalement, on va se retrouver dans les mêmes problèmes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, je suis d'accord avec vous. Maintenant, comment mettre en place ou comment vulgariser l'enseignement technique pour que quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, les 64, du moins les 54 départements que nous avons puissent avoir un lycée technique ou une université technique pour pouvoir avoir deux cursus scolaires, un cursus général et un cursus technique et de formation professionnelle pour enfin industrialiser nos pays et permettre à nos techniciens de pouvoir concurrencer avec ceux de l'Occident et s'implanter dans le monde entier. Bon, qu'est-ce que vous proposez? Comment nous pouvons vulgariser cette partie de formation professionnelle? Voilà, bon, par exemple, nos écoles primaires, oui, à partir du CM2, hein, oui, à partir disons, du CE2, il faut introduire la technologie à l'école. D'accord. À partir de CE2. En sorte que l'étudiant, déjà, il a une base même. C'est-à-dire, parce que c'est la technologie, il faut l'aimer. Mais pour l'aimer, il faut d'abord connaître. Donc, lorsque c'est mis devant toi, tu commences à aimer, alors tu vas t'intéresser à ça et sortir. Mais l'État d'abord doit avoir un plan national de développement qui répond à notre vision. Qu'est-ce que nous devons devenir, on veut devenir dans 10 ans? Parce qu'on regarde d'abord le plan national. Une projection. Voilà, une projection pour dire, mais qu'est-ce que nous allons devenir en 10 ans? Par rapport à ça, on forme nos élites par rapport à ça. Mais lorsqu'on va copier le plan national de développement français et on colle à nos pays, mais la France est déjà développée. Nous ne sommes pas développés. On va copier leur plan. Donc, finalement, c'est ça que je dis que nous, Africains, c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire, on veut toujours recommencer. Donc, puisqu'on ne sait pas où le développement part. Alors que former quelqu'un, ça ne demande pas grand-chose. La formation. Il faut des infrastructures, c'est-à-dire des écoles, il faut des machines pour que les étudiants ou les élèves qui accèdent au centre de formation puissent s'exercer à toucher, à manipuler ces outils-là afin de pouvoir être compétents ou chose qu'on appelle représentatif sur le marché du travail. Non, merci. Vous voyez, je vous remercie de sortir c'est que hier, avant l'arrivée des nouvelles technologies, on avait besoin d'investir dans les machines. Mais après l'arrivée des nouvelles technologies, les machines sont, même ici aux États-Unis, les grandes écoles sont là. C'est la simulation. C'est la simulation.
c'est que ça coûte moins cher que d'aller acheter des machines. Hein? En sorte qu'on forme, on va simuler. Après la simulation, lorsqu'il est formé, il va travailler un peu dans l'entreprise, au moins 4 mois, 5 mois. Automatiquement, l'homme est au point. Mais lorsqu'on attend, voilà un peu le problème qui est crucial en Afrique. Quand on va vers les pays européens, ils vont nous dire exactement ce que vous venez de dire. Ah, on a besoin de machines pour ici et pour là. C'est bon. Heureusement que vous êtes en Europe, donc vous-même, vous avez pris leur habitude. Donc, vous allez proposer d'abord ce que vous-même vous fabriquez, d'aller nous vendre pour qu'on apprend. Alors que si vous allez dans une école technique de 1000 étudiants, vous voulez mettre, par exemple, des machines qu'on appelle les computers numériques contrôle, les CNC. Chaque CNC va coûter, il y en a qui vont aller même jusqu'à 50 millions. Mais si on doit mettre 50 millions dans une école, vous savez que nos gouvernements n'ont pas cet argent. Mais donc, il y a une simulation. Cette simulation-là, c'est du virtuel, mais qui réplique, c'est-à-dire c'est la copie conforme de la réalité. Donc, tu peux faire de l'électricité, apprendre à simuler. Le résultat que vous recevez, c'est le même résultat que vous allez recevoir lorsque vous êtes en face du système. Donc, voilà un peu. Donc, tout ça, là, vous voyez ces équipements, c'est simulé d'abord. Voilà, c'est simulé d'abord avant même qu'on fait la pièce. Donc, voilà un peu. Donc, ce n'est pas difficile, mais notre erreur ou notre malheur, c'est que ceux qui sont toujours en charge de ces départements, ils sont allés de l'école, ils ont une grande expérience parce que M. Rodri, c'est ce que j'ai dit, oui. Nous Africains, nous-mêmes nos enseignants, ils ont l'expérience dans l'inexpérience. Parce que l'expérience dans l'inexpérience, c'est quoi? C'est-à-dire que monsieur va à l'école, il sort avec un gros diplôme. Donc, il a un bagage intellectuel. Il va enseigner directement. Il reste dans l'enseignement pendant 30 ans. Mais qu'est-ce qu'il a enseigné? Pendant 30 ans, quelqu'un qui a enseigné, il a une expérience il a une expérience de 30 ans là. Oui. Et les 30 ans d'expérience là, c'est une expérience réellement académique puisqu'il n'a jamais touché son travail. Donc finalement, il n'est pas ce que son expérience, son inexpérience à ses étudiants. Donc, pour dire que c'est comme si on allait à l'école pour apprendre à ne rien apprendre et aller à la retraite. Voilà un peu, si le français est bon. D'accord. C'est ça. Ok. Maintenant, quand on vous écoute, vraiment, les perspectives sont alléchantes. Quel cursus vous proposez? C'est-à-dire que, comme l'enseignement général classique que nous observons, de l'école primaire, nous allons au collège, du collège, nous allons au lycée, du lycée à l'université, et après l'université, nous allons au monde du travail. Vous proposez une formation professionnelle technique. Quel genre de circuit, cursus vous proposez afin de pouvoir sortir de ces écoles-là des personnes compétentes qui sont prêtes au marché du travail? Voilà, moi, je veux d'abord qu'on oublie les universités. Bon, création. Carrément les universités. C'est-à-dire, on laisse les universités, c'est ceux qui veulent aller faire des gros diplômes. Des grosses études. Voilà. Oublie. Maintenant, on commence par la base. On commence à partir de la 6e. Hein, oui. Jusqu'en 3e. L'étudiant est formé tout simplement de la 6e, il est formé dans le domaine scientifique jusqu'en 3e ou en première et d'ATC. Il va sur le marché du travail. Un point trait, il oublie l'université. Donc, vous proposez une réforme de l'enseignement et de l'éducation nationale. Merci. Maintenant, dans les autres filières là, bon, c'est l'administration. Parce que ce qui s'est passé, nous, étant des pays qui ont été, c'est-à-dire, après l'indépendance, il fallait chercher à remplacer ces colons dans l'administration. Donc, on a formé beaucoup d'administrateurs. Maintenant, même quand l'informatique est arrivée, vous avez vu que beaucoup d'Ivoiriens sont partis ou des Africains sont partis dans le domaine informatique. C'était juste simplement
à défaut d'être administrateur, je vais aller à l'informatique. Moi, je vais avoir mon costume, aller m'asseoir au bureau et puis travailler sur quelque chose. C'était tout. Donc, au fait, ça nous a même rien apporté. Pas grand-chose. Et aujourd'hui, vous voyez que Bill Gates, même, qui est le père de l'informatique ici, enfin, quand il dit le père de l'informatique, qui a révolutionné l'informatique, lui-même, il est quitté dedans. Parce qu'il voit le bout du tunnel. Il sait que tout le monde va savoir utiliser l'outil informatique, mais il faut adapter aux spécialités. That's it. Donc, c'est tout. Donc, on dit que c'est notre vision nous-mêmes. Est-ce qu'on peut s'aider? Première proposition concrète que vous faites, c'est de vulgariser cet enseignement à la partie de 6e jusqu'en première pour permettre, voilà, pour ceux qui veulent aller dans le cursus professionnel technique, ils choisissent cette branche-là, et pour ceux qui veulent aller dans le cursus classique, ils peuvent continuer. Donc, quand on aura formé tous ces citoyens pour le marché du travail, puisque nous savons que la technologie et la technique appartiennent à l'avenir, comment maintenant vous entrevoyez la suite? Quand on aura formé le citoyen à cet outil-là, comment entrevoyez-vous la suite? Voilà. La suite, c'est simple. D'abord, c'est-à-dire en formant, c'est pour cela il faut revenir encore par rapport à nos ministères. Il faut finir avec nos ministères d'industrie. Il faut des ministères chargés du développement industriel. C'est-à-dire, les deux objectifs, c'est différent. Parce que le ministère de l'Industrie, c'est pour gérer les industries localement. On peut confier ça au ministère du Commerce. Mais on met un ministre chargé du développement industriel. Lui, son rôle, c'est de faire en sorte qu'est-ce que je dois faire pour qu'on soit industrialisé. Donc, il serait d'abord le ministère de l'Industrie, le ministère du développement industriel va avoir un secrétaire d'État qui est chargé de l'école technique, en sorte que les étudiants sont formés, qui doivent travailler sous l'ombrella du ministère chargé de l'industrie. Parce que c'est les industries qui ont besoin de main-d'œuvre. Donc, il faut que le ministre même sache quelle main-d'œuvre les gens ont besoin. C'est ça. D'accord. Voilà. Donc, et on forme, et nos professeurs, et nos enseignants, et nos étudiants doivent être formés pour respecter cette voie. Parce que si on ne prend pas cette voie-là, on va toujours, on ne fait que aller en arrière, aller devant. C'est-à-dire, on fait 2 pas devant, on fait 3 pas en arrière. On fait 2 pas devant, on fait 3 pas en arrière. Et Monsieur Rodrigue, si vous, bon, je ne vais pas vous demander votre âge, mais si vous demandez des doyens en ville, en 1970, alors, qu'est-ce qu'on disait de la Côte d'Ivoire? On disait qu'on était des pays en voie de développement. Tout à fait. Mais là, comment se fait-il que nous sommes un pays en voie de développement en 1970 et à l'heure où on parle là, on est des pays qui n'existent même pas parce que nous-mêmes, on ne sait pas où, même les tubaab même qui nous aident, ne savent même pas où il faut nous classer. Oui, tout à fait. Parce qu'en 1970, on disait que la Côte d'Ivoire et la Corée étaient sur le même pied d'égalité au niveau du développement. Et 50 ans plus tard, la Côte d'Ivoire est 100 ans derrière la Corée. Voilà, c'est simple. Aujourd'hui, les Coréens, ils font tout. Mais est-ce que vous pouvez me dire que quand un enfant coréen, un enfant chinois naît, il naît intelligent plus qu'un enfant africain? Non. Puisque l'intelligence n'est pas naturelle. Alors, ça se cultive. Voilà, l'intelligence se cultive, c'est pour ça qu'on va à l'école pour devenir intelligent. Parce que quand un enfant naît, il apprend à manger, il apprend à marcher, il apprend à aller étudier. C'est pour ça quand tu vois, même ici même, quand tu vois quelqu'un, je prends 2 étudiants, un enfant qui est né intelligent, l'autre n'est pas intelligent. Les deux, les surdoués, je prends un exemple, les surdoués, cherche les surdoués. Généralement, les surdoués, c'est des gens au finish qui ne deviennent absolument rien. Ok, tout à fait. Voilà, parce que... Ayant posé les bases de ce que vous voulez, c'est-à-dire l'enseignement technique et professionnel, ayant posé les bases, c'est-à-dire ayant confié à un ministère spécifique pour le développement et pour la formation professionnelle, et ayant formé ces jeunes-là et prêts au marché du travail,
Alors, la suite, les téléspectateurs voudraient savoir la suite serait quoi? Puisque nous n'avons pas nos économies sont plutôt des économies étrangères. Et vous, dans votre perspective, c'est de créer une économie locale. That's it. Oui. D'accord. Donc, la suite serait quoi alors pour arriver à une économie locale, une industrie locale? Merci. Voilà, c'est très simple. Il faut d'abord, par exemple, comme je disais, les pays comme l'Angleterre s'est développé par une révolution industrielle. Mais eux, ils avaient les moyens. Mais nos pays ne peuvent pas être là. Et nous devons d'abord, en formant, au fur et à mesure qu'on forme, nous allons opter pour une délocalisation industrielle. C'est-à-dire la délocalisation industrielle, lorsque nous formons des étudiants, des enfants bien formés qui respectent le standard de ces pays développés, ces industries qui sont là, ils seront obligés d'aller chez nous puisqu'ils n'auront pas autre choix que d'aller chez nous parce que la main-d'œuvre étant compétitive et puis moins cher. Non seulement c'est pas moins cher, c'est moins cher, mais la qualité aussi parce que les gens sont formés de répondre, qui respectent le standard. Et par exemple européen, le CIE ou le standard américain. Donc c'est tout. Donc c'est ça qu'ils vont partir chez nous. Et puis on est à la porte même de beaucoup de ces pays. Donc pour aller investir chez nous, ça c'est très simple. Donc ça veut dire quoi? Que nous avons l'école qui est formée parce que pour qu'une industrie va délocaliser chez toi, il faut qu'il se rassure. Par exemple, en Chine, quand on dit que oui, la main-d'œuvre est moins chère en Chine, voilà pourquoi les industries font en Chine, il faut dire qu'il y a deux choses qui sont en Chine. Yes, la main-d'œuvre était moins chère, mais il y a autre chose qui est encore plus important en Chine parce que les gens sont formés. Donc, voilà, ils sont formés. C'est par leur formation que les industries vont là-bas. C'est ça d'abord. C'est un peu moins cher que de ces pays-là, mais ils sont aussi bien formés. Moi, je partais beaucoup travailler là-bas. Je travaille avec des ingénieurs. Un jour comme ça, je leur ai demandé leur salaire. Quand ils m'ont dit, un ingénieur vraiment compétent, qui est compétent, il m'a donné son salaire. Quand je l'ai comparé à mon salaire, c'est-à-dire moi, mon salaire pouvait faire 6 fois lui son salaire. Mais pourtant, il a un gros diplôme, il a de l'expérience, etc. Mais aujourd'hui, cette Chine-là, les salaires ont augmenté. Comme les salaires ont augmenté en Chine, le pouvoir d'achat augmente. Donc, c'est l'Afrique qui doit en bénéficier. Mais comment on peut en bénéficier si nous n'avons pas des gens qui sont formés? C'est ça. D'accord. Et donc, au niveau de l'industrialisation de l'Afrique, ce que vous proposez, c'est la formation d'abord. La formation, non, je propose et la formation et la délocalisation. D'abord, oui. Voilà, il faut que le gouvernement crée un code, pardon, il y a le code d'investissement, mais je veux qu'on crée un code de la délocalisation industrielle et qui va avec la formation. Parce que si les deux marchent ensemble, au finish, on va avoir beaucoup d'industries qui vont délocaliser. Une fois on a beaucoup de main-d'œuvre, le gouvernement doit se dire, nous donnons 2 ans. 2 ans à tous les business au niveau du pays. Vous pouvez importer n'importe quel équipement qui va dans le domaine industriel gratuitement sans payer des taxes pendant 2 ans. Vous allez voir que chacun va importer quelque chose pour aller poser des micro-industries. Et that's it. Le pays va prendre. Parce qu'on peut pas faire comme eux. Ils ont plus d'argent que nous. D'accord. Hein? Et nous, on a beaucoup d'argent, mais pauvres de cette richesse. Donc, on est obligé d'avoir l'idée. Parce que quand tu n'as pas les moyens, il faut avoir l'idée. Mais on n'a pas les moyens, ça c'est un. On n'a pas l'idée, ça c'est un autre problème. Donc, ça veut dire que tous les Africains, on ne peut pas être tous aussi naïfs. D'accord, tout à fait. Ouais. Donc, vous qui portez un si vaste programme pour les perspectives de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, qu'est-ce qu'on peut espérer de vous par rapport à votre expérience et par rapport à votre qualité, à votre savoir-faire pour l'Afrique? Parce que là, vous êtes aux États-Unis, vous possédez un idéal pour l'Afrique. Cet idéal-là, vous voulez le partager, mais en même temps, vous n'êtes pas sur le continent africain. Comment cela pourrait se faire si vous êtes aux États-Unis?
Ben, Est-ce que vous envisagez un jour de rentrer? merci, merci. Nos gouvernements, monsieur Rodé, nos gouvernements, ils passent tout leur temps en Europe et aux États-Unis. Ils viennent voir les Touaregs ici de régler leurs problèmes. Ces Touaregs-là n'habitent pas dans nos pays. Hein? Donc, si moi, je dois aller en Côte d'Ivoire ou dans un pays pour aller et consulter, par exemple, pour un ministère de l'industrie ou un ministère de l'enseignement technique, mais je n'ai pas de problème puisque j'ai beaucoup à gagner dedans. Je vais travailler avec mon cœur puisque je veux donner quelque chose aux enfants. Voilà, parce que moi, je viens d'une famille où il y a beaucoup d'enfants. Donc, je suis inquiet de leur formation. Donc, ça, c'est important pour moi-même. Voilà, donc, à travers eux, d'autres vont avoir le travail. C'est un peu ça. Donc, la distance n'est plus un problème. Est-ce que vous avez commencé des démarches au niveau de votre pays, des autorités de votre pays en vue de pouvoir proposer vos plans ou votre plan directeur pour un développement au niveau de la technique et de l'industrie dans nos pays? D'abord, vous saviez hein, que surtout dans nos pays, quand tu approches un homme politique, l'homme politique pense d'abord que vous êtes intéressé. Tout le monde ne peut pas être politicien. La politique ne nous intéresse pas. Et puis aussi, on voit tout à l'heure, parce que vous allez en Côte d'Ivoire, comme je disais au frère il n'y a pas longtemps, je dis, vous allez, par exemple en Côte d'Ivoire, vous êtes M. Rodrigue, votre last name c'est Sefa. Enfin, je ne sais pas à vous, mais je vais dire que tout le monde a un petit nom Sefa, parce que tout le monde cherche l'argent et personne ne veut travailler. C'est-à-dire, chacun veut l'argent, alors que c'est pas l'argent ne peut pas, tout le monde ne peut pas être riche. C'est ça, tout le monde ne peut pas être riche. Mais tout le monde veut l'argent, tout le monde ne peut pas être riche. Mais si on peut aller donner le minimum, c'est-à-dire on a beaucoup de compétences dehors, aller aider les enfants, mais il faut que nos gouvernements acceptent aussi que quand ils vont vers les Touaregs, ils vont même s'accroupir vers ces Touaregs et les donner de l'argent pour les faire venir dans nos pays. Mais ils n'ont qu'à faire confiance à la diaspora un peu. Celui qui vient, si décompte, vous le chassez. Parce qu'on a beaucoup de compétences dehors. Nous allons arriver par cela vers la conclusion de cette émission. Ouais. Pour l'instant, nous allons aller vers la régie qui va nous faire passer un clip de DZN-TV afin de vous permettre de respirer. Nous sommes sur Focus qui reçoit tous les samedis les Ivoiriens de la diaspora de tout horizon pour venir proposer des projets et pour venir parler de l'Afrique et les perspectives de l'Afrique. Donc, sur ce, nous allons aller à la régie pour un spot et puis revenir tout à l'heure. Amis téléspectateurs, nous sommes de retour sur Focus. Nous recevons toujours Monsieur Gabriel, il ne faut pas que je me trompe de nom, Monsieur Gabriel Djibiri et Diabaté. Gabriel Diabaté. Diabaté est PDG de EECS et il est ingénieur en robotique appliquée. Nous le recevons sur Focus pour parler des perspectives de l'Afrique en matière de développement technique. Nous revenons pour les 15 dernières minutes pour la fin de cette émission, mais avant, nous allons faire un résumé de ce que nous avons discuté. Nous avons parlé de la création des écoles techniques qui vont permettre aux citoyens, aux Ivoiriens, aux Africains de pouvoir se former à la chose technique et arriver enfin au marché du travail afin de pouvoir bénéficier des retombées de l'international et de permettre à délocaliser des entreprises pour permettre aux jeunes de ces pays-là de pouvoir avoir du travail, de pouvoir avoir la formation, de continuer la formation. Et ensuite, nous avons parlé de la réalité de ces projets-là sur le terrain et nous avons demandé à Monsieur Diabaté quand est-ce qu'il pourrait venir en Afrique pour partager son expérience avec les gouvernants. Pour les 15 dernières minutes, nous allons revenir d'abord sur votre entreprise. Elle est internationale, elle est basée aux États-Unis, mais est-ce qu'elle est basée seulement aux États-Unis ou qu'elle est basée dans d'autres pays africains?
Oui, merci. Merci, monsieur Rodrigue. On a un bureau maintenant au Sénégal et un bureau satellitaire en Côte d'Ivoire. On n'est pas totalement installé encore en Côte d'Ivoire, mais au Sénégal déjà, on a déjà des projets au Sénégal. Et voilà, donc on a un bureau, on a au moins 5 ingénieurs sur place au Sénégal, alors qui déjà même, on a des projets au niveau du Sénégal. Voilà. Pourquoi spécifiquement le Sénégal? Il y a une raison pour laquelle vous avez opté d'abord pour le Sénégal avant la Côte d'Ivoire? Ok, monsieur Rodrigue, nous sommes africains. Quand vous avez soif, là, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez où vous pouvez avoir de l'eau. Donc, c'est ça. Parce que d'un côté, il faut aller chercher un marché sans palabre. De l'autre côté, il faut aller faire de la politique. Mais moi, je ne suis pas politicien. Je ne veux pas rentrer je ne suis pas politicien. D'accord, mais nous n'entrons pas. J'ai posé cette question-là parce que je me dis que, bon, généralement, les gens optent pour ces pays-là, soit par sentiment de cœur ou qu'on a des contacts. Non, je ne glisse pas dans le domaine politique puisque nous sommes dans la technique, donc dans le développement. Et donc, voilà. Donc, j'ai pensé que vous aviez spécifiquement des raisons peut-être sentimentales qui vous ont poussé à d'abord commencer par le Non, c'est parce que il y a eu un appel d'offres. Bon, on a eu quelque chose, donc on allait. Puis bon, en même temps, on a décidé de mettre un bureau en place au Sénégal, donc il n'y a pas de problème. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, on cherche. Hein, mais c'est aussi là, on est sur des marchés, sur des projets au niveau de l'Afrique centrale. Donc, on ne sait pas encore, mais qu'on a su des grands projets au niveau de l'Afrique centrale. D'accord. Le chiffre d'affaires de EECS, vous pouvez nous donner? Ça reste secret. Ça reste secret. Mais c'est une grande entreprise que nous présentons aux téléspectateurs de DZN TV qui feront connaissance avec vous plus tard. Et nous espérons que vous allez vous déployer partout dans le continent africain pour partager votre expérience. Ouais. Et donc, avant de finir, rapidement, le taille de l'entreprise, et c'est que nous, moi j'ai travaillé pour Siemens, mais j'ai fait le modèle de Siemens. Siemens avait beaucoup d'usines un peu partout. D'accord. Mais ils ont décidé de les fermer tous et puis de faire seulement qu'un bureau d'études. Et puis bon, on peut toujours passer à des contracteurs pour nous faire des trucs, mais l'étude et la conception, c'est nous. Et puis voilà, donc ça fait que c'est un bon modèle. Et si par exemple on va en Côte d'Ivoire, on peut faire des études et puis on peut engager même des entreprises localement, hein, des entreprises ivoiriennes et les donner du travail. Donc voilà un peu, c'est ce que nous recherchons d'ailleurs. Ok, bah pour finir, nous allons vous donner le mot de fin, mais avant le mot de fin, je vais rappeler que nous recevons aujourd'hui M. Gabriel Dibri Diabaté, ingénieur en robotique. Il fait partie de ces Africains qui possèdent des grandes compétences qui voudraient les mettre sur le continent afin de pouvoir permettre au plus grand nombre d'en bénéficier. Nous exhortons vivement nos gouvernants à faire appel à ces éminents grises afin de pouvoir développer nos pays. Sur ce, je vais vous donner la parole pour votre mot de fin et ensuite remettre l'antenne à la régie. Merci de l'opportunité. Et souvent, il m'arrive quand je vais en Afrique, j'ai envie. Un jour, je partais en Côte d'Ivoire, j'ai dit à un ami dans l'avion, j'ai dit à 15 minutes d'arriver à Abidjan, je vais rentrer dans la douche, aller mettre la poudre blanche sur moi pour sortir. Et Gabriel qui est rentré, un noir qui est rentré, mais en sortant bien, il va sortir comme un blanc. En fait, je vous dis que on demande que nos gouvernements n'ont qu'à faire confiance aux Africains. On a beaucoup d'Africains compétents. Vraiment, on a beaucoup d'Africains compétents. Nous fait confiance. Mais moi, au niveau de la Côte d'Ivoire, ce qui va m'intéresser, c'est par rapport à l'école technique et à l'industrie. Parce que je sens toujours que, quel que soit ce que les gens me disent, je ne suis pas jusqu'à présent convaincu de la manière, la politique d'industrialisation marche. Mais
puisqu'il y a la volonté, il faut chercher à aider le gouvernement. Ça, c'est important parce que il faut qu'on arrive à ça. Sinon, on va toujours recommencer les mêmes erreurs. Donc, voilà un peu, M. Rodrigue, mais je vous dis merci à la télévision, à vous-même et à vos téléspectateurs. Je vous dis merci. Et voilà, notre entreprise, bon, puisque vous nous avez fait l'honneur de nous mettre en face de faire passer notre publicité sur votre chaîne, alors nous allons, l'entreprise, nous allons réfléchir comment nous pourrons faire aussi pour sponsoriser, même ce n'est que merci bien. même sponsoriser, même ce n'est qu'un bic, hein, peut-être. Attention, on peut vous sponsoriser avec une bouteille. Hein. Je sais que M. Narcisse est en train de rire là-bas. Donc après, c'est le téléphone qui va venir. Donc, il y a de l'eau. J'ai beaucoup d'eau, je peux vous envoyer de l'eau. Donc, mais on va le faire. On fera quelque chose pour sponsoriser quand même l'émission. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Merci, Monsieur Gabriel Diabaté. Nous sommes aussi heureux de vous avoir reçu sur Focus. Et Focus est ouvert à vous recevoir tout le temps que vous pouvez, parce que c'est une opportunité de présenter une si grande entreprise dirigée par un Ivoirien. Ça fait plaisir. Et nous osons croire que cela va faire tache d'huile et cela va donner de l'exemple aux nombreux Africains de venir présenter également leur industrie. Sur ce, nous vous disons merci, bonne soirée chez vous. Nous étions sur Focus. 2N TV, la diaspora vous parle. Bonsoir chez vous et à une prochaine édition. La 2N TV, la diaspora.